ton édition du Seigneur des Anneaux a l'air magnifique. Ouais, c'est vrai, c'est une belle édition que j'ai découvert il y a quelques années. Je l'ai lu plusieurs fois, non pas cette édition-là, je l'ai lu en livre de poche, les livres, les pages tombaient, étaient déchirées à force de les lire. Donc un jour, je me suis dit, allez, j'achète une belle édition que je garde en bibliothèque. Donc l'édition, c'est Christian Bourgeois, éditeur. Ils ont tous les tomes du Seigneur des Anneaux sont dedans et en plus, je vais essayer de tomber dessus. Hop, ouais, j'en ai vu. Voilà, c'est superbement illustré, c'est magnifique. Donc ouais, ça coûte un petit peu cher. Non, il n'y a plus le prix. Si, voilà, à l'époque, c'était en francs. Donc pour ceux qui s'en souviennent, c'était 290 francs le livre. Ne me demandez pas de faire la conversion. Mais ouais, c'est une édition superbe. Alors j'ai appris sur les mordus aujourd'hui que l'éditeur envisageait peut-être une réédition avec une nouvelle traduction en 2021 ou 2022. C'était sur les mordus aujourd'hui dans un fil. Si c'est le cas, il faudra surveiller pour ceux qui le veulent. Mais franchement, si vous aimez les beaux livres, c'est vraiment superbe. Ouais. Ah, quelles sont tes émotions lors d'une sortie? Stress, joie? Euh, je dirais peut-être à la fois un grand soulagement et un grand vide. C'est-à-dire que ça y est, le truc ne m'appartient plus, je ne peux plus rien faire dessus, il est parti. Le livre vit sa vie et désormais il appartient au lecteur. Donc il m'échappe. C'est un peu comme les enfants quand ils grandissent et lorsqu'ils partent de la maison, quoi. C'est un peu ça. Euh, il y a à la fois un grand soulagement, une grande fierté en se disant, ouais, ça y est, ils vont vivre leur vie, et un grand vide en disant, ouais, ok, mais la chambre, leur chambre, elle est vide, ils sont plus là. Mais donc c'est un peu la même chose. C'est un peu ça. Mais d'un autre côté aussi, très vite, il y a les lecteurs qui reviennent vers vous en disant ce qu'ils pensent du livre et on voit que le livre vit sa vie et c'est d'autant plus génial quand les lecteurs sont contents. Ce qui, je touche du bois, jusqu'à maintenant a toujours été le cas pour mes bouquins. Bon, comme tout le monde, bien sûr, il y a une ou deux petites critiques que je préfère oublier, mais la très grande majorité sont de très très bonnes critiques, j'en suis ravi. J'ai même eu, et ça m'a ravi il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui pour l'Iparis a dit que c'était le sommet de la science-fiction actuelle. Je le cite, hein, je suis désolé, mais ça m'a fait tellement plaisir que le soir même avec mon épouse, on a pris de champagne. Voilà. Donc voilà, et bientôt, donc ça va être Les Invisibles qui va sortir. Je suis un peu stressé là, je suis dans le retour en ce moment des bêta lecteurs. Bon, les premiers retours sont bons. Donc bon, je suis ravi. Donc j'espère que les lecteurs auront un même avis aussi. Euh, un conseil à donner à quelqu'un qui peut se lancer dans l'écriture. Faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir, faut pas avoir des doutes et il faut se lancer. Il faut se lancer et écrire, écrire, beaucoup écrire. Au début, ça va être difficile, il y aura beaucoup de ratures, mais après tout, tous les auteurs et même les plus grands hein, raturaient beaucoup. Euh, il faut écrire et il faut s'y astreindre. C'est-à-dire que si vous écrivez une page par an, vous n'y arriverez pas. Non, il faut se fixer un programme et se dire, allez, j'écris. Moi, j'écris sincèrement, enfin, quand je suis en période d'écriture, je ne le suis pas trop en ce moment. Quand je suis en période d'écriture, quand je suis sur un roman, bon, j'écris pas forcément tous les jours parce que j'ai un travail à côté, c'est pas forcément facile, mais obligatoirement, je m'oblige à écrire toutes les semaines. Et au bout d'un moment, je sature. Et quand je sature, là, je sais qu'il faut que j'arrête pendant une ou deux semaines et que je réfléchisse au truc. Euh, et là, ça revient. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. En vérité, je réfléchis beaucoup à ce que je veux écrire avant. Là, j'ai le prochain roman en tête, ça tourne un petit peu. Euh, Quand j'ai à peu près l'histoire en tête, je me fais un plan, chapitre par chapitre. euh, et, euh, et ensuite, quand je suis d'accord avec mon plan, là, j'y vais et je m'astreins à un rythme d'écriture régulier. Ça, c'est pas facile. Mais il faut le faire, sinon vous n'allez pas prendre le rythme. Et surtout, vous verrez que, surtout quand on débute, l'écriture s'améliore avec le temps parce qu'elle devient plus facile. Et une fois que vous aurez écrit les premières choses, en suivant ou pas votre plan, moi je sais que, donc je vous l'ai dit, je me fais un plan, mais j'ai un énorme plaisir à ne pas le respecter, puisque c'est mon écriture qui me dicte où je dois aller, et je me rends compte qu'à force d'écrire, eh bien, tiens,
ça, j'y avais pas pensé, eh bien, je vais dans cette direction-là. Tant pis pour le plan, je vais le modifier. Mais je m'astreins à modifier le plan pour malgré tout essayer de le suivre. Donc en vérité, j'ai un plan que je suis et j'ai un livre qui essaye de respecter le plan, mais qui m'oblige à modifier le plan que je vais astreindre à suivre mon écriture. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais en vérité, le plan se nourrit du livre, enfin de l'écriture, et l'écriture se nourrit du plan. Mais c'est important d'avoir les deux parce que le plan me permet de savoir vers où je veux aller. Et ensuite, mon écriture doit être libre, surtout. Voilà. Et une fois que j'ai terminé, surtout, il faut lire, relire, relire ce qu'on a écrit, le modifier, déchirer, euh, et le faire lire aussi par des proches ou des bêta-lecteurs. Mais moi, les bêta-lecteurs, je préfère leur faire lire le manuscrit quand il arrive en phase finale. C'est quand j'arrive à vraiment sur de la correction, pour sortir le livre. Moi, j'ai la lecture par les proches ou par des correcteurs. Je trouve que moi, je suis dysorthographique aussi, donc c'est une catastrophe au niveau de l'orthographe. Donc je ne me vois pas de proposer un manuscrit bourré de fautes à un bêta lecteur. Ça serait pas respectueux, puis surtout, ce serait pas agréable pour lui pour le lire. Donc, je n'aurais pas un retour qui serait vraiment bon. Euh, donc, je fais lire à quelqu'un d'abord pour me corriger, et puis ensuite pour régler les problèmes de cohérence. Mais surtout, je le lis et le relis et le re-relis et le relis 25 fois, mon manuscrit, et je fais plein de versions différentes jusqu'à arriver à quelque chose qui me semble cohérent. L'Iparis, par exemple, j'ai eu de mémoire, j'ai eu 5 ou 6 versions, j'ai envie de dire seulement, parce que le Soleil de sang, j'en ai 12 ou 13. Les Invisibles, ouais, je suis sur 4 ou 5 versions aussi. Bon, voilà. Mais il faut vraiment s'astreindre à écrire régulièrement pour que la plume devienne facile. Sans avoir peur des pages blanches, hein. Au bout d'un moment, ça arrive, c'est normal, on stresse, ou alors on sature, hein, on en a marre, donc il faut faire une pause, plus ou moins longue, et puis ça va revenir. Ça va revenir. Tac, tac, tac. Des recettes pour assurer une sortie correcte pour son premier roman. Son réseau, premier roman sur Amazon, a-t-il la moindre chance ou enfin, perdu dans la masse? Ouais. Une sortie correcte pour son premier roman, des recettes, j'aurais bien aimé en avoir beaucoup communiqué avec les réseaux en amont. Il ne faut pas attendre que le livre sorte. C'est trop tard. Il faut beaucoup communiquer, il faut créer l'envie. Il faut que les gens, avant que le livre ne soit sorti, se disent ah tiens ouais ça peut être intéressant, donc créer l'envie en montrant. Moi je communique beaucoup, alors assez peu sur Facebook parce que alors, la nouvelle mise en page de Facebook en plus j'aime pas beaucoup, mais Facebook c'est pour moi c'est surtout plus pour la famille, pour les amis, mais je communique beaucoup sur Twitter, un petit peu sur Instagram, j'aime pas la forme, c'est pas agréable. Euh, J'ai une chaîne YouTube aussi, mais là, j'ai pas le temps malheureusement. Et j'aimerais parce que chaîne YouTube, c'est de la vidéo et j'adore ça puisque je viens du cinéma, mais j'ai pas le temps d'en occuper. Donc voilà, je communique énormément sur Twitter. J'ai beaucoup fait vivre aux personnes qui m'ont suivi sur Twitter l'avancée du roman, en leur disant voilà, je suis à tel chapitre, voilà telle difficulté que je rencontre. Je les ai fait voter sur la couverture des Invisibles, par exemple. J'ai montré différents projets et si on a abouti à cette couverture-là, eh bien, c'est aussi le choix des futurs lecteurs, j'espère. Tiens, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous la voyez un petit peu mieux malgré les reflets. Hop, voilà, comme ça, vous m'avez vu un gros plan aussi. Mais voilà, donc c'est un choix des lecteurs. Je fais beaucoup participer en amont pour que essayer, on verra si ça marche pour les Invisibles. Je ne l'avais pas fait avant pour les autres. Un petit peu pour les paris, c'est comme ça que j'ai vu que ça avait mieux fonctionné que Soleil 200. Donc j'ai vraiment mis la grosse dose de com pour les Invisibles, en expliquant un peu le sujet depuis des mois, donc en faisant participer à la création de la couverture, en communiquant beaucoup sur où j'en étais donc sur l'écriture. Et un petit peu bien sûr sur le sujet sans rien révéler sur l'histoire. Et voilà. Donc il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup communiquer en amont, parce que si on attend que le livre sorte, bah, les gens ne savent pas qu'il sort, les gens ne savent pas de quoi il s'agit, et effectivement le livre va être noyé dans la masse.
Et vous savez, sur quelque chose comme Amazon, eh bien, c'est les retours des lecteurs et la vente qui fait qu'il monte petit à petit, qu'il apparaît en vitrine au milieu des autres. Et puis, il ne faut pas se limiter à Amazon. Il faut aussi essayer de le mettre en vente sur d'autres réseaux de vente en ligne. Il y en a un, moi, que je vous conseille, et je vais leur faire un petit peu de pub. C'est une petite, c'est tout nouveau en plus. Euh, je réfléchis parce que le nom m'échappe d'un seul coup, zut. Euh, c'est la librairie des jeunes pousses. Voilà, c'est une petite librairie en ligne qui est réservée aux personnes qui font de l'auto-édition. Et c'est une autrice en auto-édition aussi qui l'a lancée cette année. Et je trouve que l'idée est géniale. Donc voilà, si quelqu'un pouvait quelque part ouvrir une librairie physique cette fois en plus, comme une vraie librairie réservée aux auto-édités, ça serait génial. Pas facile, mais j'y crois. Un jour peut-être que ça se fera. Donc voilà, pour revenir à la question, diffusez votre livre, faites de la com avant et ne vous limitez pas à Amazon. Il faut essayer de le déposer un petit peu partout aussi. Plus il aura, plus il sera visible, mais ce sera. Voilà. Euh, je récupère ma souris qui est noyée sous mes bouquins. Euh, alors, Lydia, quel est ton rythme d'écriture? De temps en temps, plusieurs heures par jour? C'est par période. C'est par période. Quand je m'y mets, j'écris, je peux écrire 2, 3, 4, 5 heures par jour. La grande qualité, on va dire ça comme ça, d'être insomniaque. Quand je dis que je suis insomniaque, oui, il m'arrive de passer des nuits blanches, mais en moyenne, ouais, je m'endors vers les 2 heures du matin pour me réveiller vers les 5, 6 heures. Donc ça me laisse du temps pour écrire dans ma journée, en plus de mon travail. Et, euh, et puis quand je suis en congé et le week-end, voilà, ouais, j'écris beaucoup, 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 au point de me faire engueuler par la famille qui ne me voit plus. Donc je suis obligé de faire des pauses de temps en temps. Donc voilà. Donc ouais, ça peut être, ouais, je peux écrire allez, au minimum 1 heure et au maximum 4, 5 heures dans la journée. Et à tout moment du jour et de la nuit et n'importe où. Voilà. Sachant que malgré tout, il y a des moments où je sature quand je viens d'écrire longuement pendant plusieurs semaines de suite. J'ai besoin de faire un break et là je peux faire une pause d'1 ou 2 semaines, 3 semaines maximum. Mais pendant ce temps-là, je réfléchis à mon livre et je m'y remets. Je m'y remets vite. Euh, tes romans sont-ils porteurs de messages? Je bois un petit peu pour pas perdre ma voix, sinon j'en aurais plus. Alors, tes romans sont-ils porteurs de messages? Oui. Alors l'idée, c'est d'abord de faire des livres où on se distrait. C'est pas des livres prises de tête, hein. C'est pas un livre où à la fin vous allez vous dire, oh là, je viens de lire un livre de philo qui me pousse à m'interroger sur le monde actuel. Non, c'est vraiment un livre que je veux pour être distrayant. Mais malgré tout, oui, il y a des messages. Euh, sur le monde actuel, j'inspire beaucoup du monde actuel. C'est vrai que bon, j'ai pas 20 ans, donc quand je me souviens de mon rêve de futur quand j'avais 20 ans, et bien c'est pas du tout le monde actuel. J'ai un fils de 20 ans et je le plains vraiment beaucoup. Donc j'aurais pas aimé avoir 20 ans dans le monde que l'on vit aujourd'hui. Donc c'est vrai que euh, ce monde-là, le monde dans lequel on vit, m'inspire beaucoup et c'est souvent un point de départ pour mes livres. Ça l'a été en tout cas pour l'Hyparis 312, un petit peu aussi pour Les Invisibles. Et ouais, donc je m'en inspire, donc automatiquement je passe des messages en disant c'est pas ce monde-là que je veux, réveillons-nous un petit peu. Et comme je pars dans la dystopie, la science-fiction, j'ai envie de dire attention, attention en toute modestie bien sûr. Ne dérivons pas vers ce que je décris dans les livres. Il y a quelqu'un, un lecteur, une fois, avait fait une critique à propos de Paris en disant que c'était des mondes que l'on ne veut pas connaître, euh, mais que l'on est heureux d'avoir traversé en parlant de la lecture. Donc le côté heureux de l'avoir traversé en tant que lecteur, j'adore, mais des mondes que l'on ne veut pas connaître, c'est un petit peu le message aussi, en disant attention, attention, ne dérivons pas vers ça. Voilà. Et puis il y a d'autres messages aussi, mais qui sont beaucoup plus cachés dedans. Il y a on peut parler de, je sais pas, il y a des petits messages sur
Heu, sur la vie extraterrestre, bien sûr, il y a des messages d'espoir, hein, malgré tout, même si ce sont des livres sombres, c'est de la dystopie, donc mais malgré tout, dystopie ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. C'est aussi le message que je veux faire passer en disant: «Attention, même si on dérive, même si les mondes, autoritaires ou les mondes vers lesquels nous pouvons peut-être tendre, ne sont pas des mondes qui font rêver, eh bien, il y a malgré tout de l'espoir». C'est un petit peu le message qu'il y a dans mes 3 romans, là. Je suis en train de réfléchir à ça, je réagis en direct. Ouais, dans les 3 romans, c'est un petit peu le message sous-entendu, malgré la difficulté du monde, malgré la difficulté des mondes dans lesquels on peut vivre, parce que c'est le cas des 3 romans, il y a malgré tout de l'espoir. Alors, de l'espoir que vont traverser les différents personnages, sous différentes formes, que ce soit bien sûr à travers l'amour, ça c'est la chose entre guillemets la plus banale, mais aussi la plus belle. L'espoir en un monde meilleur, l'espoir à travers l'art, qui est quelque chose de très important pour moi, le monde artistique, puisqu'au-delà de l'écriture, ben, je suis aussi photographe. Ah, tiens, je fais un peu de pub derrière. Bon, voilà. Donc, ouais, oui, il y a des messages qui sont parfois cachés. Il y a la vie après la mort aussi, sous-entendu dans un des romans. Je ne vous dirais pas lequel, sinon ça serait révéler quelque chose. Enfin bon, voilà. Donc, ouais, amusez-vous à chercher les messages. Ouais. Chapeau d'avoir osé te tourner vers l'auto-édition. Ton expérience et la façon dont tu en parles sont pertinentes. Merci, c'est gentil, Bastien, et rassurantes pour tous les petits auteurs. Bah, j'espère, tant mieux. Et n'hésitez pas, il faut y aller, hein, il faut oser. Ouais, vraiment. Vous n'avez rien à perdre de toute façon. Vous n'avez que à y gagner. Par contre, ouais, il faut pas se leurrer. C'est de l'investissement en temps, peut-être en argent, pour ceux qui vont jusqu'à investir beaucoup, et puis en énergie, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est plaisant, c'est plaisant. Tu fais ou faisais beaucoup de salons? Bah, plus trop depuis 6 mois, je vous dis pas pourquoi, hein, mais j'en ai fait beaucoup avant, oui, pour les livres d'histoire. Je rêve d'en faire pour les romans, mais j'ai pas eu le temps à cause d'une certaine épidémie. J'espère en faire dès que je pourrai. En tout cas, j'adore ça. J'adore ça, les salons. C'est génial parce que c'est vraiment du contact humain et ça, j'aime beaucoup. On rencontre les lecteurs, on rencontre d'autres auteurs et c'est excessivement enrichissant et valorisant. Donc, ouais, si vous avez l'occasion, les salons, allez-y. Les séances de dédicace, allez-y, c'est génial. C'est vraiment génial. Ouais. Je me souviens d'une séance de dédicace, alors c'était pour un livre d'histoire. Bah, pour le Henri Forestier, dont je vous ai montré la couverture tout à l'heure, une séance de dédicace qui avait été organisée dans une petite librairie dans la petite commune, toute petite commune du Maine-et-Loire, où était né ce personnage. Et quand je suis arrivé, il y avait, ouais, non, sans mentir, à la louche, comme ça, il y avait au moins 50 personnes qui faisaient la queue. Il y avait la queue jusque hors de la librairie, dans le trottoir, sur le trottoir. Je suis arrivé, quand j'ai vu ça, je dis waouh, qu'est-ce qui se passe là? Et c'était pour moi. C'était pour moi et ça n'a pas arrêté. C'était merveilleux parce que je faisais enfin un livre sur l'enfant du pays. Ça n'avait jamais été fait dans un petit village. Donc tout le village était là. Ça, voilà, c'est un énorme souvenir. Ça sera difficile, bien sûr, d'avoir une telle séance de dédicace pour des romans, parce que je ne ferai pas ça pour l'enfant du pays. Mais je rêve d'en faire et j'attends qu'une chose, comme tout le monde, bien sûr, c'est la fin de cette épidémie, qu'on puisse à nouveau retourner dans des salons et signer les livres. Voilà. Je cherche comment faire des. Je sais que ça s'est fait, mais par des formules qui ne me plaisaient pas, mais je réfléchis à des séances de dédicace à distance. Euh, c'est pas pareil, mais bon, j'attends surtout la fin de l'épidémie. Voilà. Autant de recherches pour le fantastique que pour l'historique. Non, sincèrement, non. Surtout, c'est des recherches très différentes, puisque pour les livres d'histoire, je vais dans des archives. Je plonge dans des vieux documents, dans des vieux dossiers. Donc, c'est très différent. Ça, je ne le fais pas pour des romans, mais je fais de la recherche, bien sûr. Euh, mais de la recherche littéraire plutôt. Dire que, et puis cinématographique. C'est-à-dire qu'en amont, je me dis, tiens, voilà, pour tel roman, je vais m'inspirer, comme je l'ai dit au début, de tel ou tel film ou telle scène. Donc, je me replonge dedans, je le revisionne, ou je relis le livre, et je prends des notes sur tel passage dans tel livre que j'ai aimé.
mais les recherches s'arrêtent là. C'est-à-dire que quand je ne vais pas m'aventurer dans des domaines que je ne connais pas. Dire que si, je sais pas, un de mes héros ne sera jamais, je sais pas moi, ne sera jamais un cuisinier. Je déteste la cuisine, désolé pour ceux qui aiment. Je ne sais pas cuisiner. Je n'aime pas aller au restaurant pour tout vous dire. Donc voilà. Et donc c'est un domaine que je ne connais absolument pas. Donc un de mes héros ne sera jamais cuisinier parce que je ne connais pas et j'ai pas envie de connaître. Ce que je fais faire à mes héros ou les milieux dans lesquels je les mets, c'est des milieux que je connais plus ou moins, et je leur fais faire des choses ou dire des choses que je connais avant tout, sur lesquelles j'ai besoin d'un minimum de recherche. Voilà. Je ne m'aventure pas dans l'inconnu si je fais de la science-fiction. Voilà. Et si je dois totalement inventer, ce qui était le cas pour l'Iparis, puisqu'on y part dans un autre monde, eh bien c'est de l'invention complète. C'est l'avantage de partir dans la science-fiction. On peut inventer complètement. Euh, il faut que ça reste crédible malgré tout. Il ne faut pas inventer du tout et n'importe quoi. C'est du moins mon avis. Si on veut inventer complètement de A à Z, il faut que ce soit crédible et que le lecteur ait l'impression que ce soit possible, même si ce n'est pas sur Terre. Voilà. Se faire connaître représente plus de boulot et de temps qu'écrire. Oui. Ah bah oui. Oui, oui. Alors, je vais faire une comparaison. Moi qui ai travaillé dans le cinéma, la période de tournage d'un film pour un long métrage, elle est très courte. Allez, pour un gros blockbuster, ça va être, allez, on va dire 2 mois de tournage. Par contre, la période de préparation en amont et la période après le tournage où on va monter le film et puis faire de la promo, etc., là, les deux cumulés, ça se compte en nombre d'années. Je dirais, il faut compter 3-4 ans. Et le tout cumulé entre la période de tournage et la préparation avant et après, allez, un film, c'est 4-5 ans de préparation. Euh, la proportion est la même pour moi. C'est-à-dire que la période d'écriture, allez, un roman, les 3 romans, là, je les ai écrits à peu près chacun en 4, 5, 6 mois en temps cumulé. Voilà. En temps cumulé, je dirais 6 mois. Ça a été plus long pour Soleil de sang, mais l'Hyparis et les Invisibles, ouais, je dirais 6 mois d'écriture. Par contre, de réflexion avant et pour se faire connaître après, là, c'est des mois et des mois et des mois, voire des années. Et c'est jamais fini, à mon avis. Et il ne faut jamais s'arrêter, puisque dès qu'on fait un peu de pause, eh bien, on nous oublie très vite, hein. Les autres auteurs arrivent, bien sûr, vendent leurs marchandises, c'est normal. Ils passent devant vous dans les vitrines, ce qui est tout à fait logique et tant mieux pour eux. Donc il faut constamment faire des piqûres de rappel. La sortie prochaine des Invisibles me permet de reparler de l'Iparis 312 et de Soleil de Sang, de refaire de la promo de suite, etc. Donc c'est un travail constant de com pour se faire connaître. Et surtout, c'est là que c'est difficile de ne pas se faire oublier. Voilà. Alors, la dysorthographie ne t'a jamais fait peur pour te lancer dans l'écriture. Si la question te gêne, tu peux la passer. Bien trop tard, je viens de la lire. Donc non, elle ne me gêne pas du tout, bien sûr. Non, au contraire, j'ai envie de dire que même c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire. Puisque moi, je me souviens au collège, je me souviens d'un prof de français qui m'a poussé à écrire. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, ce prof de français. Il s'appelait Monsieur Ménard, prof de français à Poitiers. Donc voilà, si jamais il passe par là, je le salue. Et je me souviens un jour, il m'avait dit, écoute, tu écris très bien. Je vais te mettre, c'était pour un travail de rédaction, je vais te mettre un 20 sur 20, je m'en souviens. Mais si j'avais dû compter ton orthographe, tu aurais moins 20 sur 20. Voilà. Et ça m'a poussé à réfléchir en me disant, OK, j'ai allez, à l'époque un petit talent d'écriture, hein, pour un collégien à l'époque, mais ce prof m'avait encouragé, il m'avait dit à travers sa réflexion, écoute, continue, bats-toi, parce que ton écriture vaut la peine d'être vue, d'être lue, malgré tes problèmes d'orthographe. Donc voilà, donc je me suis acharné et ça m'a jamais gêné, je vous ai dit, hein, j'ai écrit des articles pour des revues et pour des journaux, j'ai écrit plein de livres. Euh,
il faut trouver des moyens. Donc, je travaille énormément sur moi. Je me relis énormément parce que la dysorthographie, c'est pas que l'on ne connaît pas les règles d'orthographe. On les connaît, on peut les appliquer, mais il y a simplement que quand on écrit, ça ne sort pas. C'est pas là. Donc, je m'acharne énormément à relire. Et en relisant, j'ai dit, ah oui, bah là, non, là Fred, tu as écrit n'importe quoi, n'importe comment. Et puis, malgré tout, même en relisant, il y a des choses qui passent que je repère pas. Donc, j'arrive à me corriger. Bien sûr, les dysorthographiques arrivent à le faire s'y astreignent, mais c'est un gros travail. Moi, je le fais au moment de la relecture, pas au moment de l'écriture. Au moment de l'écriture, je ne m'astreins pas à ça parce que autrement, ça bride mon imagination. Donc, j'écris et ensuite, je relis spécialement pour me corriger. Et ensuite, je fais lire à des personnes qui maîtrisent parfaitement l'orthographe. Ça, c'est important, bien sûr, parce qu'on ne peut pas proposer un manuscrit à des bêta-lecteurs et ensuite, bien, encore moins, bien sûr, à l'édition, là où, avec des fautes d'orthographe. Et puis, il y en a toujours, je veux dire qu'il peut y avoir, et même les grands romans, on trouve une ou deux fautes de frappe ou d'édition, c'est pas pareil. Des fautes d'orthographe, c'est plus grave. Donc, c'est un gros travail pour moi aussi, mais encore une fois, pour les personnes qui sont dysorthographiques, il y a un énorme travail, mais ça ne doit pas être un frein, ça doit au contraire être un challenge et vous dire que ça n'a rien à voir avec la qualité de l'écriture, c'est autre chose. Voilà. Euh, c'est de jolis messages pour des livres plutôt sombres. Merci Lydia. Ben oui, on me dit souvent, mes amis, ma famille, que je suis que je suis un joyeux pessimiste. C'est vrai que j'ai tendance à voir le monde en noir. Bon, faut dire qu'il n'est pas très gai non plus, hein, désolé, hein, faut être réaliste. Mais malgré tout, je passe mon temps à plaisanter et beaucoup d'amis me qualifient un petit peu de clown et j'adore. Et c'est un petit peu ce qui qualifie aussi peut-être un peu mes livres. J'adore l'humour noir. Alors, il n'y a pas d'humour dans mes livres. Je vous le dis tout de suite, c'est noir, oui, mais ils sont pleins de messages d'espoir, même si c'est violent, même s'il y a beaucoup de morts. Malgré tout, il y a plein de messages d'espoir, mais il faut savoir le déceler. Euh, Luc, si seulement on m'avait dit ça. Eh bien, écoute, je ne sais pas à quoi tu fais référence, mais peut-être à tout ce que j'ai dit. Et écoute, si tu as aimé ce que j'ai dit, tant mieux. Voilà. Bah, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres et si vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, je l'espère. Ouais, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question avant que je vous lâche pour aller manger? Ben, écoutez, j'espère ne pas avoir raté de questions, en tout cas dans le défilé. Je voulais vous dire en tout cas un grand merci et un grand merci aux mordus pour ce travail. Merci Lydia, merci les mordus. Encore une fois, c'est vrai que je participe très peu, mais je vous l'ai expliqué au départ. Luc, tu fais allusion aux fautes. Ben, écoute, j'espère que je t'ai redonné courage, en tout cas. C'est pas rédhibitoire les fautes, c'est rédhibitoire la lecture, mais il faut les travailler avant. Et c'est un gros travail, ça fait partie du travail de préparation. Et c'est parce qu'on fait des fautes qu'on ne peut pas écrire. Ça, c'est un message que je veux faire passer aussi. Et c'est un petit peu symbolique aussi de mes livres, hein. C'est pas parce qu'il y a du noir qu'il n'y a pas de la lumière dedans. Voilà.